Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, donc, nous parlerons du scandale du Petit Paumé, ce qui défraie la chronique durant toute cette semaine. Pour en savoir un petit peu davantage, nous serons ce matin avec le président de la LICRA, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est déjà en ligne avec nous. Bonjour, monsieur Alain Blum. Oui, bonjour. Merci d'être des nôtres ce matin. Alors, pouvez-vous nous rappeler concrètement qu'est-ce qui s'est passé avec le Petit Paumé? Eh bien, en fait, le Petit Paumé, dans son édition annuelle distribuée, parue le 12 octobre, il y a eu parmi les multiples articles, je crois qu'il y en a 132, plus d'une centaine, effectivement un des articles qui a retenu beaucoup l'attention, c'est un article lié à un établissement qui malheureusement n'y peut rien, qui s'appelle HO36. Et dans cet article, il y a des propos qu'on peut qualifier évidemment de racistes. Alors on reviendra sur l'intention, mais en tous les cas, qui disait texto, alors que je fuis une bande de rebeux place de la Guillotière, je m'engouffre un peu par hasard au HO36, qui est un lieu en fait où on peut venir boire un coup, venir avec son ordinateur en Wi-Fi. C'est un peu ces nouveaux lieux plutôt sympathiques d'ailleurs. Hein. Et l'article continue en disant alors que je fuis une bande de rebeux place Guillotière, je m'engouffre un peu par hasard à HO36, bonne pioche. De jeunes blancs travaillent sur leurs ordi tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir me fondre dans la masse. Et du coup, quand on lit ça, on ne peut que sursauter sur ces propos-là, qui sont pour racistes et essentialisants, communautaristes, en séparant les blancs. Alors rebeux, vous connaissez comme moi, hein, en arabe, en verlan, c'est des arabes, ou des beurs. Et du coup, il y a eu effectivement une indignation qui a été partagée par un certain nombre de personnes politiques et notamment et également de la LICRA, bien évidemment. Bien. Voilà. On vous retrouve dans quelques secondes. Le temps donc, en fait, de présenter l'équipe qui est avec nous dans ce studio. À tout de suite. D'accord. Et donc, pour vous servir face à moi, c'est l'un des piliers de Radio Pluriel, Patrice Berger, qui a accepté de nous accompagner ce matin. Bonjour Patrice. Bonjour. Comment vas-tu? Je vais bien. Je suis content parce que l'économie sociale et solidaire, c'est une chose très très importante. Très bien. Patrice a mis, justement, lui, il est rentré dedans. En fait, je pensais pouvoir l'introduire autrement. Et donc, effectivement, ce matin, on sera en plein dans l'économie sociale et solidaire parce qu'il y a deux jeunes étudiants venus tout droit, en fait, de Lyon 2, qui donc sont en train de nous préparer des choses intéressantes. À ma gauche, ou plutôt, je commencerai par ma droite, elle s'appelle Olivia Frédier. Bonjour Olivia. Bonjour, merci beaucoup de nous avoir invités. La seule donc jeune dame parmi nous ce matin, heureusement. Dites-nous, l'ESS, qu'est-ce que c'est? Alors l'économie sociale et solidaire, on peut dire que c'est une nouvelle approche de l'économie. C'est essentiellement remettre l'humain au centre de la conception économique et utiliser plutôt le capital comme point d'appui pour développer l'humain et son capital à lui. Elle a l'air vraiment très concentrée et très studieuse, c'est bien. Olivia Fridier, donc étudiante, donc je pense en Master 2, qui va nous parler... On est en Master 1. En Master 1, autant pour moi, ouais. Donc en fait, qui nous parlera du programme, le programme qui est donc prévu cette année. Donc on parlera des mardis de l'ESS. Et Olivia est accompagnée par son jeune camarade qui lui est... Maxime Périgaud, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bah écoute, ça va bien. C'est un plaisir d'être ici sur Radio Pluriel. Bien. Ces deux jeunes parlent comme des gens très habitués aux médias. C'est très bien. Alors, les mardis de l'ESS, qu'est-ce que c'est? Les mardis ESS, c'est un moment prévu mensuellement dans l'idée de promouvoir l'économie sociale et solidaire avec un partenariat de la chaire ESS de Lyon 2 et de la ville de Lyon. Donc, voilà donc l'équipe qui est en studio ce matin pour nous accompagner. Et donc, on retrouve notre invité, enfin, celui qui est en lien avec nous, monsieur Alain Blum, le président de la LICRA, Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour Alain Blum. Oui, bonjour. Donc, bonjour.
rebonjour. Vous nous parliez donc en fait de ce scandale qui défraie la chronique, qui défraie, oui, ce n'est pas au passé, c'est encore en cours. Au vu de ces faits, qu'est-ce que la LICRA entend faire, étant une structure qui lutte contre tout ce qui est discrimination, racisme et antisémitisme? En fait, la LICRA, quand on a lu l'article, bien évidemment, on a pris contact avec d'une part l'association qui gère le Petit Paumé et son président. Pour être clair, c'est lui qui, suite à une interview que de FR3 me concernant, qui nous a contactés. Donc, on a eu une discussion assez intéressante d'ailleurs, où je pense que sincèrement le président de l'association était plus que désolé et très très remonté par rapport à et du coup ça a renvoyé chez lui la nécessité d'une part d'une initiative qu'ils veulent prendre de faire signer une charte éthique associant peut-être la métropole, la ville de Lyon et un certain nombre d'associations dont la nôtre, et puis nous proposant d'être au comité de lecture pour que ce type de propos n'ait plus le droit de citer, parce que bon, il est vrai que le Petit Paumé a et nous on est partisans d'une forme d'impertinence. Je veux dire, il n'est pas question de brider l'impertinence ni la liberté d'expression. La question qui est posée, c'est entre la liberté d'expression et ce qu'on peut qualifier de délit d'opinion, où est la marge, quoi. Et quand on lit cet article, il n'y a pas d'humour là-dedans. Il y a une classification entre rebeu et blanc qui est tout simplement inadmissible. Voilà, donc il devrait y avoir des suites, des suites qui vont permettre, je l'espère en tous les cas, d'enclencher un débat avec les rédacteurs du Petit Paumé et puis de permettre que le Petit Paumé garde ses qualités, y compris d'impertinence, mais que les lignes rouges ne se franchissent pas par rapport à des propos qui peuvent être qualifiés de racistes, même si les rédacteurs en question, d'après son président, sont loin d'être racistes, etc. Il n'empêche que un écrit reste un écrit, et un écrit de ce type-là, il n'y a pas d'autre. Quand on lit un écrit de ce type-là, on ne peut pas avoir d'autre raisonnement que qualifier cet écrit de séparant les blancs de ce qu'ils appellent les rebeux, quoi. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. En ligne avec nous ce matin, c'est Alain Blum qui est le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Il revient donc sur ce scandale qui défraie la chronique, sur ce guide des étudiants de l'EM Lyon qui est au cœur d'une polémique après une critique jugée assez déplacée sur un café de la Guillotière. Également, Patrice Berger voudrait poser une question. Vas-y, Patrice. Oui, alors moi je voulais savoir, Alain Blum, si il s'agissait de quelque chose qui avait été écrit par un des rédacteurs du journal, ou bien si c'était quelque chose qui avait été écrit par une personne qui avait donné son avis sur ce qui s'était passé à la Guillotière et qui avait mentionné ce HO36. Ah, très bien. Je laisse donc de nouveau, ça laisse croire effectivement que ceux qui prennent le train en marche aussi n'ont pas très bien suivi. Monsieur Blum, est-ce que vous pouvez revenir concrètement sur les faits, s'il vous plaît? Les faits, en fait, moi, j'anonymise les noms, je les ai pas forcément en tête. Ce sont 2 rédacteurs qui ont écrit ce petit article. D'accord, c'est donc des rédacteurs du journal. Du Petit Paumé. Il y a 35 rédacteurs dans le Petit Paumé. Ce sont des étudiants de l'EM Lyon, traditionnellement. D'accord, je comprends mieux, parce que je me posais la question de savoir comment on pouvait justement contrôler ce que disaient les gens qui passaient par là et qui auraient pu peut-être dire avoir ces mots. Donc là, c'est des rédacteurs. Oui, c'est ça. Très bien, j'ai mieux compris. Excusez-moi. D'accord. Et d'ailleurs, ce que je disais dans mes propos, c'est avoir la suite. Une des propositions de l'association, c'est effectivement d'avoir une forme de déontologie sur les. D'ailleurs, ils ont retiré sur le site internet ces propos, mais ça reste malheureusement sur des exemplaires papier qui, au passage, sont interdits de diffusion à Villeurbanne et à la Croix-Rousse par les maires respectifs. Et du coup, derrière, on a aussi pris, pour être complet avec vous, contact avec le directeur général de l'EM Lyon pour essayer de faire une action de fond vis-à-vis de cette école qui est une école
si ce n'est prestigieuse, en tous les cas une grande école de commerce, afin de sensibiliser l'ensemble des étudiants et en tous les cas de poser un débat sur ces questions-là, sur effectivement la question de la nécessaire liberté d'expression et le racisme et l'antisémitisme étant des délits, c'est des délits d'opinion. Bien entendu, d'autant plus qu'il est bien probable que parmi les gens qui étaient à HO 36, il y avait aussi quelques Arabes du quartier, en plus. Oui, enfin, moi, je suis passé plusieurs fois dans l'établissement, c'est possible. Mais en tout cas, ça rentre quand même à un environnement social aujourd'hui où de plus en plus les gens se communautarisent entre eux. Je veux dire, même s'il y a de la mixité bien évidemment chez les jeunes, mais il y a quand même, à travers ces propos, on peut imaginer, voilà, enfin, quand on lit, on se dit, ben voilà, dans un bar entre bons, quoi. D'accord. Donc, pour ceux et celles qui prennent le tramage que maintenant, donc, nous sommes avec Alain Blum, le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui revient sur ce scandale, dans cette polémique très forte sur la publication d'une critique jugée raciste au sujet d'un bar de la Guillotière, a créé donc ce tollé. Et je tiens à préciser que les termes sont les suivants. Une bande de rebeux, place Guillotière. Je m'engouffre un peu par hasard à HO 36, bonne pioche, des jeunes blancs qui travaillent sur leurs ordi, tout en sirotant un bon café latte. Je vais pouvoir donc me fondre dans la masse avec HO 36. On a un peu de la presqu'île, mais à la Guillotière. Fin de citation. Ce sont ces propos donc voilà qui ont défrayé la chronique depuis la semaine dernière. Alain Blum, merci beaucoup de votre disponibilité à nous éclairer sur cette question. Merci à vous. Excellente journée et bon week-end. Bon week-end à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Et donc, on s'était donc sur cette polémique et on retrouve donc nos invités de studio qui sont... les deux Olivia et Maxime. Olivia et Maxime, les deux me se retournent pour me dire commencera par qui. Je commencerai par la jeune dame qui est là. Une fois de plus, bonjour Olivia. Bonjour. Pour comprendre donc, on parlait donc de l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Vous avez commencé à nous expliquer un tout petit peu. Dans votre cas, qu'est-ce qui vous amène à choisir ce parcours ? Eh bien, si vous voulez, en licence, j'étais à l'IAE de Lyon 3 et il se trouvait que je me reconnaissais pas spécialement dans les enseignants ni dans les enseignements. Par exemple, on nous apprenait à faire du management pyramidal. Donc, en fait, si vous voulez, le management pyramidal, c'est une personne qui va donner des ordres aux travailleurs opérationnels en passant par les managers. Et les travailleurs opérationnels, on ne demande pas forcément leur avis, et je ne me reconnaissais pas vraiment dans ça. Donc j'ai décidé de faire un service civique à Épicentre, qui est une épicerie sociale et solidaire. Et là, je me suis vraiment reconnue dans la structure et également dans les valeurs que les acteurs partageaient entre eux, que ce soit au niveau des bénévoles ou même des bénéficiaires de cette épicerie. Donc les valeurs de démocratie, d'égalité, de libre parole, oui, voilà, un peu tout ça. Donc j'ai décidé de faire ce master pour pouvoir, moi, ensuite créer mon projet d'économie sociale et solidaire. Face à vous, c'est Maxime Périgaud. Dans votre cas, comment vous retrouvez dans l'économie sociale et solidaire ? Moi, l'idée de l'économie sociale et solidaire est apparue un peu au fur et à mesure de mon parcours. J'ai commencé par la comptabilité-gestion. Et avec des expériences associatives estivales, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire dans les domaines ruraux notamment. Et donc du coup, passionné d'économie en parallèle, l'économie sociale et solidaire s'est présentée au final comme le moyen d'avoir pour moi une utilité sociale, un impact social dans ma profession future. Patrice, une question ? Oui, je suis intéressé parce que vous dites tous les deux, parce qu'en effet, d'abord, vous avez des expériences personnelles, hein, vous avez pu, que ce soit à l'IAE de Lyon 3 ou que ce soit dans votre expérience à vous, pendant les vacances, hein, quand vous avez été travailler avec des associations, vous avez des idées et des projets, vos propres idées, vos propres projets, et vous êtes dit qu'à Lyon 2, vous alliez apprendre des choses. Ouais, c'est exactement ça, oui. Fort, oui. Voilà. Alors, c'est ça qui m'intéresse beaucoup, parce que, en effet, vous connaissiez pas forcément tout le milieu associatif, ni tout le milieu qui se crée à travers l'ESS, à travers l'économie sociale et solidaire, mais vous vous disiez, tiens, c'est une autre façon de travailler. Et c'est cette autre façon de travailler que vous aviez envie d'approcher un petit peu plus.
Oui, c'est ça, c'est l'économie de la troisième voie, donc c'est vraiment c'est une nouveauté et une autre façon de voir les choses économiquement parlant et managérialement parlant. C'est penser à l'utilité sociale par la force du collectif. C'est croire finalement à l'intelligence collective pour servir, plutôt pour essayer d'apporter une solution à la satisfaction des besoins de tous. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus, parce qu'il y a énormément de gens, on est en Auvergne-Rhône-Alpes, il y a beaucoup de gens, dans le domaine rural, il y a beaucoup de choses qui se font, dans le domaine industriel aussi, dans le domaine de la communication, il y a beaucoup de choses qui se font à travers l'économie sociale et solidaire, et donc c'est une autre façon de travailler à l'intérieur même des entreprises. Alors comment vous le savez? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent vous voir et vous raconter ce qu'ils font à l'intérieur de leur association ou à l'intérieur de leur... dans leur entreprise? C'est aussi en parallèle de nos études, on est vraiment amené à avoir des démarches très associatives, par exemple se fournir auprès des AMAP, des fournisseurs locaux. Alors vous allez nous expliquer ce que c'est qu'une AMAP? Une AMAP, c'est... Toi ça t'intéresse puisque tu t'intéresses à l'agriculture aussi. C'est une association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est vraiment au final privilégier le court-circuit et arriver directement se fournir auprès du producteur, donc recréer quelque part du lien social et enlever tout ce qui est exploitation industrielle qui sont les excès au final du capitalisme et qu'on veut échapper quand on fait cette démarche. Toi aussi tu connais les AMAP, Olivia? Oui. J'ai été, je fais partie d'une ruche. Donc, alors qu'est-ce que c'est qu'une ruche aussi? Il y a beaucoup de choses qu'il faut que vous expliquiez là. Qu'est-ce que c'est qu'une ruche? Une ruche, si vous voulez, c'est un regroupement de producteurs dont en fait chaque semaine vous devez passer une commande et vous avez un rendez-vous dans la semaine. Donc c'est par exemple le jeudi soir, on va dire entre 18h et 21h, comme ça les travailleurs peuvent venir et on vient récupérer son panier. Et en fait ça permet aux producteurs de bien gérer leur production pour pas qu'il y ait de gaspillage. Et en même temps, ça permet d'avoir des produits de saison. Donc c'est bon pour les producteurs, c'est bon aussi pour éviter quelque chose qui est très très important aujourd'hui, c'est tout ce gaspillage qui se fait quand on achète de la fraise au mois de décembre. Il y a des chances que cette fraise vienne par exemple d'un pays du Sud, ou du Chili, ou d'un autre pays, et puis c'est pas forcément très très bon non plus pour la santé. Voilà, donc dans les ruches, on ne trouve pas ces choses-là. Dans les AMAP, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on trouve aujourd'hui les pommes, les poires, la fin des prunes. Donc voilà, nous allons revenir en fait sur ce qui amène nos invités ce matin, il s'agit de Olivia Frédier et Maxime Périgot. On parle des mardis de l'ESS et donc la première rencontre a lieu ce mardi 22. Ce sera donc à Lyon 2, c'est bien cela? Oui, et c'est à l'hôtel de ville. À l'hôtel de ville là. Ouais. De quoi s'agira-t-il concrètement, Maxime? Alors, pour ce premier mardi de l'ESS de la rentrée, nous accueillerons Jean-François Drapry, qui est un auteur notoire dans le domaine de l'économie sociale et solidaire. Et il nous parlera de l'économie sociale et solidaire d'aujourd'hui, une distillation d'un concept ou la renaissance d'une pratique. Donc c'est un questionnement autour de l'économie sociale et solidaire. Et qui attendez-vous ce jour-là? Jean-François Drapry. Je veux dire, alors, y a-t-il des invités qui viendront aussi, d'autres gens? Alors les invités, cette conférence elle est ouverte à tous. Il y aura toute la promotion de l'économie sociale et solidaire de Lyon 2. Vous êtes combien? En comptant les Master 1, les Master 2 et l'alternance, on doit tourner autour de 80. D'accord, donc vous serez tous là. Outre les étudiants, est-ce qu'il y a un autre public que vous attendez? Justement, en faisant cette émission ce matin, c'est aussi dans le but de promouvoir les mardis de l'ESS. Et que tous nos auditeurs viennent aussi. Et que tous les auditeurs de Radio Pluriel, on les attend à l'hôtel de ville mardi entre 18h et 20h. Alors, est-ce qu'il faut s'inscrire? Oui, alors il y a les informations qui sont précisées sur la page internet de la ville de Lyon. Donc il y a juste à rentrer son nom et son prénom et puis et de confirmer son inscription. D'accord. Alors donc il faut aller sur le site de la ville de Lyon. Tout à fait. Voilà. Et là on peut s'inscrire. Tout à fait. Parce qu'en effet, quand on arrive à la ville de Lyon, eh bien il y a des messieurs tout à fait sympathiques qui nous demandent si on est bien prévu. Et voilà, il faut présenter ça. Il faut dire qu'on est invité. Voilà. C'est en effet pour éviter qu'il y ait trop de monde et qu'on n'ait pas en capacité d'accueillir. Bien sûr. Voilà. 7 jours à Lyon. L'info
c'est sur Radio Pluriel. Ce matin, donc, nous sommes avec une sympathique équipe de Lyon 2, des étudiants à l'ESS, l'économie sociale et solidaire. Il s'agit de Maxime Périgot et de Olivia Frédier qui sont venus nous parler de les mardis de l'ESS. On l'a entendu, mais on va essayer d'aller au plus profond, en fait, au fond de ce sujet pour le découvrir. Question de susciter, en fait, une réelle envie, parce que pour ceux qui, Patrice ou comme moi, en savent quelque chose, nous, on ne rate pas une telle occasion. Et ce matin, on a tenu à vous avoir ce matin, vous, en tant qu'étudiant, pour que vous puissiez nous dire déjà comment vous êtes arrivé dans cet univers-là et aussi qu'y a-t-il d'intéressant dans le milieu de l'économie sociale et solidaire. J'ai posé la question, je vais poursuivre un tout petit peu et en insistant un tout petit peu, je me tourne vers Olivia pour comprendre en fait. On viendra donc, quand on vient mardi, c'est pour faire quoi ? Eh bien, c'est pour écouter Jean-François Drapery. Donc lui, par exemple, son principal ouvrage, c'est L'économie sociale, une réponse à la crise. Capitalisme, territoire et démocratie, publié en 2011. Et donc là, en fait, il va mettre en avant l'économie sociale, qui est pour lui une alternative à l'économie capitalistique qui est en crise. Et donc, il va présenter les coopératives comme une réelle solution pour la satisfaction des besoins des acteurs. Donc, il va montrer que les coopératives ont un caractère universel. De ce fait-là, elles peuvent être applicables dans le monde entier, ce qui est un trait commun avec l'économie capitalistique. Donc, si celle-ci a pu marcher, en fait, il va nous expliquer que l'économie sociale peut marcher aussi et sûrement mieux. Pour comprendre aujourd'hui, pour vous qui êtes étudiante, j'imagine que c'est pour creuser, avoir les outils et pour contribuer à renforcer ce secteur-là. Qu'y a-t-il d'intéressant pour quelqu'un qui n'a jamais connu ces milieux-là ou qui fait ses courses habituellement dans les grandes surfaces? Qu'y a-t-il d'intéressant? Pourquoi s'intéresser à ce pan de l'économie-là aujourd'hui, Olivia? Ce qui est intéressant, c'est que cette économie, elle apporte une nouvelle offre. Par exemple, on sait que les personnes recherchent à mieux se nourrir, par exemple. Et l'économie sociale et solidaire, comme on en a parlé, elle propose des AMAP, elle propose la ruche qui dit oui. Et... Vous avez dit les AMAP? Oui. C'est quoi? Les AMAP, on en a parlé juste avant, oui. C'est un regroupement de producteurs. Bien. Et en fait, on peut trouver des très bons produits locaux à un prix pas forcément beaucoup plus élevé que dans les marchés traditionnels. Donc voilà, l'économie sociale et solidaire, en fait, c'est vraiment montrer à un public qui ne se trouve pas satisfait par l'économie actuelle dominante et qui aimerait voir s'il n'y a pas d'autres économies possibles à côté. Et donc, celle-ci offre vraiment des solutions pour la satisfaction et surtout pour la recherche du bien-être. Olivier, vous me direz que vous commencez vos études, vous n'êtes pas encore experte, mais si vous vous y intéressez, ça sous-entend que vous connaissez un tout petit peu. Bien manger aujourd'hui, les fruits et légumes, ça coûte cher quand même. Oui, ça coûte cher, mais en fait, si vous voulez, le principe des AMAP et de la ruche qui dit oui, c'est de passer du producteur au consommateur directement. Donc on supprime des intermédiaires. Et de par ce fait-là, on retombe sur un prix qui n'est pas forcément très élevé et accessible à tous. Est-ce que c'est ça qu'on appelle les circuits courts ? Oui, c'est exactement ça. Mais seulement, j'ai l'impression que pour y accéder, il faut dans des réseaux. C'est pas si simple que ça. En fait, le problème de l'économie sociale et solidaire est pour le moment manque de visibilité et de lisibilité, d'où l'initiative de faire des conférences les mardis de l'ESS. Oui, c'est parce que donc il existe plein de petites organisations de l'économie sociale et solidaire en France, mais elles ont très peu de lisibilité. Et donc leur premier enjeu à elles, c'est de montrer qu'en fait elles existent et qu'il existe plein de solutions. Donc oui, certes, parfois il peut être compliqué de trouver des alternatives, mais si on se penche un peu sur le sujet, si on fait ne serait-ce qu'une ou deux recherches ou si on participe à une conférence, là on peut trouver plein d'alternatives et plein de solutions. Patrice ? Oui, alors justement, vous nous avez dit, Olivia, que vous avez d'abord fait un travail qui ne vous a pas plu dans la façon dont vous présentez l'économie autrefois, et qui existe toujours à l'université à Lyon 3, et que vous vous êtes dit, mais c'est pas le type de relation que j'aimerais avoir en tant que personnel. Et vous vous êtes dit, tiens, peut-être que dans une vie associative, ou bien peut-être que dans une coopérative, ça sera mieux. Et c'est ça un petit peu ce genre de vie que vous avez envie de connaître. Quand on regarde, il y a quand même pas mal de gens qui sont passés avant vous dans cette formation de Lyon 2,
Est-ce que vous avez eu le contact avec certains anciens qui se retrouvent maintenant justement dans une coopérative ou dans une association et qui peuvent vous parler un petit peu de la manière dont ça se passe, les relations à l'intérieur de l'entreprise et puis les relations qu'ils ont avec les clients, les personnes qui viennent? Eh bien, il y a le réseau essentiel de l'université. Le réseau essentiel. Oui, de l'université Lumière Lyon 2. Et donc, c'est une association qui est composée des anciens étudiants ou des étudiants en Master 2 de l'économie sociale et solidaire, même Master 1 d'ailleurs. D'accord. Et donc, on peut se tourner vers eux pour avoir un déjà réseau. commencé à travailler. Oui, exactement. Voilà. Sachant que le Master a un taux d'insertion de quasiment 100% après les 3 Tout le ans. monde trouve du boulot. Quasiment, ouais. Et ça, Alors, c'est surprenant, vous dites 100%. Quasiment 100%. beaucoup de Alors, monde. Patrice, on entend ce matin, je sais pas si c'est un scoop, que si on veut... 90%, pardon. 90%. Allez, beaucoup de monde. Maxime a soufflé la réponse. Donc, ce matin, ce que moi j'entends, c'est que pour les jeunes aujourd'hui qui veulent être dans des filières qui recrutent, je veux dire, si demain ils sont dans l'ESS, il y a beaucoup plus de chances de pouvoir trouver les débouchés. C'est bien cela. C'est ça, oui. Je me tourne vers Maxime. Il n'est pas timide, mais je trouve qu'il est assez galant. Il laisse parler Olivia. C'est vrai que vous l'avez dit. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes, en fait, parce qu'en pensant à cette émission, j'ai discuté avec certains jeunes. Ils me parlent d'économie sociale et solidaire. Mais certains me disent que c'est un effet de mode, que ça ne tient pas. Est-ce que vous êtes de cet avis-là? En fait, c'est vrai qu'il y a aussi la question d'une boboïtisation d'une économie sociale et solidaire, mais je pense que quand on va chercher Une quoi, vous avez dit? un aspect bobo, on amène le bobo, le bourgeois bohème, Ah, d'accord. comme si c'était réservé à une certaine élite. Mais en fait, pas du tout. On va chercher, c'est pas un effet de mode. L'économie sociale et solidaire, elle existe depuis la création des coopératives de producteurs ou de consommateurs. Donc, J'en parle dans les... Donc ça remonte au XVIIIe siècle. Voilà. Donc c'est pas un effet de mode, ça continue toujours depuis près de 2 siècles. Donc, Parce que ce qui est, même ce qui semble paradoxal, c'est que cela semble évident pour ceux qui y sont déjà, ceux qui la pratiquent, mais en fait, ils sont nombreux qui ne connaissent pas en fait ce secteur-là. On parle des fruits et légumes, je vous disais tantôt effectivement que ça coûte cher les fruits et légumes et que généralement ceux qui sont déjà dans ce circuit où vous parlez de la MAP et autres en fait savent trouver, mais pour beaucoup, c'est pas évident. oui, Peut nous mais éclairer. au final, tout ce qui est pour la production et pour au final consommer autrement les alternatives, on a juste besoin de refaire une petite recherche sur Internet et on trouve une multitude de fournisseurs et d'alternatives possibles. Il y a aussi des applications qui sont mises en place pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Je pense notamment à Too Good To Go ou encore Phoenix. Donc c'est vraiment, il y a énormément d'alternatives. Il suffit juste de se penser sur la question et au final, ça fait aussi des économies pour la planète et pour le portefeuille. Pardon, c'est à moi maintenant. J'aimerais bien que tu nous parles aussi de ces applications, parce que c'est aussi des choses qui ne sont pas forcément connues de tout le monde. Qu'est-ce que c'est que ces applications qui nous permettent de mieux consommer aujourd'hui? Alors, en fait, il existe quelques applications qui servent d'interface entre les producteurs ou les distributeurs. Redonne-nous les noms. Il y a l'application Too Good To Go. Too Good To Go, donc littéralement To Good To Go. trop C'est bon de l'anglais. pour partir. Voilà. Donc, dans le but de lutter contre le gaspillage alimentaire, les producteurs ou les distributeurs, donc il y a même des grandes surfaces qui le font, ils vont proposer à un tarif réduit des produits et c'est une alternative qui est viable et qui permet de lutter contre le gaspillage alimentaire qui est quand même une plaie aujourd'hui. Alors, il y a aussi des possibilités avec maintenant les nouvelles applis d'arriver quand on se promène un petit peu dans les Carrefour ou à Auchan ou un petit peu partout, de savoir quelle est la qualité de ce que nous achetons. Olivia. Ça, c'est l'application Yuka. Yuka. Mais, oui, exactement. Ça, on a juste à scanner le code barre et il nous donne une note sur 20 en comprenant le taux de sel, le taux de matière de graisse saturée. Tout ce qui nous fait du mal sucre, et tout ce qui nous fait du bien aussi. Oui, c'est ça, ouais. Voilà. Et alors, on peut savoir quelle est la qualité que Yuka propose pour... on peut acheter ou pas acheter. Ouais, c'est ça. Alors, je reviens à la question que posait Juvénal tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué, le travail avec Yuka. Il y a de plus en plus de gens, il n'y a pas seulement les bobos qui occupent, qui font ça.
c'est nouveau, en effet, c'est pas très ancien, mais c'est quelque chose qui se développe beaucoup pour tout le monde. Oui, vous voulez dire au niveau des associations qu'on trouve à Lyon, par exemple? Au niveau des gens qui achètent et qui prennent Yucca et puis qui s'en servent. Oui, c'est vraiment tout le monde. Il y a de plus en plus de monde. Maintenant, c'est une nouveauté, mais une nouveauté qui a fait son chemin. Oui, voilà. Sans être rabat-joie, la question que je la pose à nos jeunes étudiants, est-ce que toutes ces applications aujourd'hui qui existent sont fiables? Oui, non, mais c'est parce qu'il y a eu... je pense que vous faites référence à... C'est pas une petite polémique, mais sur Yucca, des questionnements se sont posés, notamment au niveau du lobbying. Si il n'y avait pas eu des acteurs qui avaient plus ou moins racheté l'application pour que certains produits soient notés, mais on peut poser la question inverse. Est-ce que c'est pas aussi un lobbying des produits qui étaient mal notés qui a fait passer cette polémique pour que finalement on arrête de l'utiliser? Donc je n'en sais pas plus. Mais je pense que c'est toujours mieux que rien. Donc non, ça vaut quand même le coup. 7 jours à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Nous sommes rentrés dans notre chronique réservée donc à la nutrition, la chronique Nutri-Santé avec nous ce matin. Bonjour Gigi Manute. Bonjour Juvénal, bonjour à nos auditeurs. Comment allez-vous? Je vais bien, merci, et vous? Très bien, merci. En forme? Oui. Très bien. Alors ce matin, de quoi allons-nous parler? Ce matin, on va parler de la semaine du goût. Édition 2019, concrètement? Oui. C'est quoi cet événement? La semaine du goût, c'est un événement qui est organisé autour du goût et de la gastronomie française. La gastronomie française, donc, à l'honneur. Concrètement, c'est quoi le contenu? Racontez-nous un peu l'historique de cet événement-là. Oui, pour la petite histoire, la semaine du goût a été lancée à Paris en 1990 par des chercheurs qui désiraient offrir une leçon de goût à certains passants. Le concept a donc connu, sans y attendre, un engouement fulgurant de la part du public, mais aussi de l'éducation nationale. Donc, le concept a été adopté et il s'est tenu, il s'est fait chaque année pendant le mois d'octobre. On l'aura compris, donc en fait, c'est chaque année au mois d'octobre qu'on nous parle de la semaine du goût. Et donc concrètement, comment on en est arrivé en fait à cette effervescence qu'on connaît aujourd'hui? La semaine du goût a été mise en place pour transmettre de bonnes habitudes, transmettre leurs techniques, transmettre le goût à des passants. Et ce concept-là a été apprécié par le public et aussi par l'éducation nationale. Donc il a été adopté et donc chaque année, au mois d'octobre, cet événement est organisé dans le but de sensibiliser et d'éduquer les gens à de bonnes habitudes et au goût. Donc, nous sommes rentrés dans notre chronique réservée donc à la nutrition, Nutri-Santé avec Gigi Manu ce matin qui est venu nous parler de la semaine du goût. Vous disiez tantôt qu'aujourd'hui, en fait, la sensibilisation s'est poursuivie. Qu'est-ce qui fait la force même en fait de cet événement-là, Gigi Manu? D'accord. La force de cet événement, c'est la promotion du bien manger.
Et c'est également un événement qui est très médiatique, donc avec l'objectif d'éduquer les gens au goût pour le plus grand nombre. Et il favorise les rencontres entre les professionnels de la terre à l'assiette avec le grand public et les publics cibles comme les enfants par exemple. Donc c'est un événement qui est assez bien organisé. C'est un événement qui est organisé par la Fondation pour l'innovation et la transmission du goût. Cette fondation a été créée en 2017 pour soutenir les actions visant à promouvoir justement le bien manger et à assurer l'organisation des actions pédagogiques de la Semaine du goût. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Nous sommes rentrés dans la chronique Nutri Santé avec nous ce matin. Gigi Manut est venu nous parler de la semaine du goût. Et dans ces activités concrètement, qui sont ceux qui participent, Gigi Manut? Il faut savoir qu'il y a plusieurs activités qui sont organisées. Il y a un programme qui est défini et il y a plusieurs participants tels que les restaurateurs, les agriculteurs, les commerçants, les organismes de santé, les collectivités locales également. Il faut savoir que certains hôpitaux aussi participent, en gros tout le monde. Donc avec ce programme-là, on a la possibilité de s'inscrire aux activités, des activités de dégustation, des ateliers et des rencontres. Tout se fait autour du goût. 7 jours à Lyon. L'info, c'est sur Radio Pluriel. Alors, Gigi Manut, nous ici à Radio Pluriel, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été prévu pour nous? Est-ce que vous pensez à nous cette année? Oui, en fait, chacun de son côté peut s'organiser sa petite semaine du goût. Vous pouvez le faire en famille, organiser des activités avec les enfants, avec les parents, vous faire des préparations, des menus chez vous. Donc oui, on peut programmer quelque chose entre nous à la Radio Pluriel. Il faut savoir aussi qu'à côté de ces activités-là, il y a des leçons qui sont dispensées également, qui sont proposées, qui se déroulent dans les écoles de maternité, dans les primaires aussi, pendant la semaine du goût. Et ces activités sont réalisées par des professionnels de la terre à l'assiette, comme les artisans, les chefs, les producteurs et les éleveurs, qui se rendent dans les classes pour transmettre leurs connaissances liées au goût et sensibiliser les enfants à la bonne alimentation. Merci beaucoup, Gigi Manut, pour toutes ces informations. On espère vous avoir la semaine prochaine. On se retrouve samedi prochain. Oui, on se retrouve samedi prochain et on va continuer sur cette même lancée. Mais cette fois-ci, on va parler du marché du goût, qui est également une activité, un événement en fait autour du goût. Mais on va vraiment rentrer en profondeur le samedi prochain et on va vous en parler. Merci. Bon week-end. Merci, vous aussi. Au revoir. Bon week-end donc à Gigi Manut et nous retrouvons donc nos invités de ce studio qui sont là, 2 jeunes venus de l'ESS, en fait de Lyon 2, c'est bien cela. Ils me regardent. Maxime Périgaud, une fois de plus, bonjour. Bonjour. Rebonjour à Olivia Frédier. Bonjour. Et bonjour à notre, je l'appelle parfois le taulier, c'est un pilier de Radio Pluriel, Patrice, une fois de plus, bonjour. Bonjour aussi, parce que ce que nous avons entendu dans ce que tu me fais entendre jusqu'à maintenant, c'est très très important. Et je crois que ça va intéresser Olivia et Maxime, parce qu'on est vraiment dans ce qui est important. Donc Olivia, vous nous avez dit que vous avez fait un travail il y a quelque temps, Oui, alors j'ai fait un service civique dans une... Comme service civique. Oui, c'est ça. Et c'est un service civique qui vous a appris beaucoup de choses. Oui. C'est-à-dire que vous avez fait le lien entre votre service civique et puis les études que vous étiez en train de faire. Et vous êtes dit que dans ces épiceries solidaires, il y avait beaucoup de choses à faire. C'est ça. Et je pense que ça intéressera aussi Maxime, on en parlera tout à l'heure, mais cette idée de goût, cette idée de relation entre la terre et l'assiette, vous êtes tout à fait dedans, tous les deux.
Oui, c'est ça. La question qu'elle voulait poser à Olivier, non, de dire comment vous allez retrouver à faire un service civique dans ce genre de structure-là? Eh bien, tout simplement parce que les offres de stage qu'on me proposait à l'IAE me correspondaient pas du tout. C'était des pour postes vendre. souvent en qualité. Oui, c'est ça. C'était des postes en qualité dans de grandes entreprises et j'ai toujours eu un attrait pour le social, donc je me suis tournée vers le service civique. Et Voilà. dans le service civique, c'est vrai qu'il y a plusieurs structures qui, j'imagine, qui peuvent vous solliciter, mais pourquoi cette structure-là? Pourquoi celle-ci en particulier? Parce que en fait déjà c'était un poste à responsabilité, j'étais en management mais également responsable des approvisionnements et de l'hygiène et je reconnais que j'aime le management et manager les personnes, donc c'est essentiellement pour ça que j'ai choisi ce service civique-là. Et alors, c'était où alors? C'est à Route de Vienne, donc ça s'appelle Épicentre. Épicentre. Oui, c'est ça. Donc tout le monde peut y aller, il suffit d'adhérer. Et donc l'adhésion est valable 1 an et voilà. Alors, parlez-nous un peu plus d'Épicentre. Et vous êtes nombreux dans cette association. Vous étiez en service civique, mais il y avait des salariés aussi dans Épicentre. Eh bien, en fait, il y avait que l'assistante sociale qui était salariée. Oui. Et donc le directeur, si vous voulez, enfin plutôt le président de l'association était avant un emploi aidé, mais on sait que les emplois aidés ont été supprimés. Du coup, maintenant, il est devenu bénévole également. Donc là, ils n'ont pas assez de fonds, on va dire, pour avoir plus de salariés, mais vraiment leur but, c'est d'arriver à pouvoir avoir 2 salariés pour que l'association marche encore mieux, parce qu'il y a beaucoup de demandes. Alors, Épicentre, est-ce qu'on peut les trouver? Est-ce qu'ils sont sur Internet? Oui, tout à fait, ils ont un site. Alors, Ouais. j'entends épicerie sociale, j'entends épicentre, mais concrètement, quelle est la différence entre une épicerie, on va dire, courante et celle-là? Alors, si vous voulez, le côté social de l'association, c'est qu'on va proposer des produits issus de la banque alimentaire, par exemple, pour des personnes sous conditions de ressources. Donc, c'est-à-dire qu'ils vont devoir monter un dossier avec l'assistante sociale. Et s'ils gagnent moins, enfin, s'il leur reste moins d'une certaine somme à la fin du mois, ils peuvent avoir accès à ces produits sociaux. Donc, par exemple, les pâtes, elles vont être à 10 centimes, voire 10 centimes. Donc ça, c'est pour le côté social. Et pour le côté solidaire, on va vendre des produits qui vont être soit issus de l'agriculture biologique, soit de l'agriculture paysanne, pour donner de la visibilité aux producteurs de la périphérie lyonnaise. Et en fait, on peut pas vraiment parler de bénéfices, mais si vous voulez, l'argent qu'on va retirer de la vente solidaire va servir à financer les produits sociaux. D'où l'utilité d'avoir, plus on a d'adhérents, si vous voulez, et plus on va pouvoir aider des familles en situation de difficulté. Mais j'ai l'impression qu'en fait, en même temps aussi, ce que vous dites là n'est pas assez connu. Non, des épiceries sociales et solidaires, il y en a pas assez à Lyon. Il y en a peut-être une par arrondissement, mais il en manque crucialement. Il y en aurait besoin. Il y en a eu à Saint-Priest. Oui, il y a à Vénissieux également, Voilà. comme vous disiez. Mais par exemple, nous, on aidait, donc c'était il y a 2 ans mon service civique, on aidait 80 familles. Et alors qu'à partir de mars, nos quotas étaient pleins, alors que de mars à décembre, il y a des familles qui venaient nous demander de l'aide. Donc oui, il en manque, ça c'est sûr. Maintenant, comment on y arrive? Comment on y va? J'imagine, si moi je ne sais pas, ça veut dire qu'il n'y a pas une grande publicité qui est faite autour, comme font les grandes enseignes. Cette structure qui existe et pour ceux, il y en a qui ont besoin. Comment on arrive à ces endroits-là, ceux qui y vont souvent? Après, la force d'Épicentre, et c'est pour ça que c'est une des plus grosses épiceries sociales et solidaires de Lyon, c'est qu'ils participent à beaucoup d'événements. Généralement, quand il y a des activités qui regroupent des associations, ils sont là. Ils vont participer également à la fête, alors je me souviens plus exactement du nom, mais c'est aux États-Unis en juillet. Je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin voilà. C'est dans le 8e alors. Oui, Le c'est ça. 8e arrondissement de Lyon. Oui, c'est à Route de Vienne, l'épicerie. Voilà, d'accord. Et voilà, en fait, ils essayent vraiment Donc, ils ont un site internet, ils ont une page Facebook, ils ont des tracts, ils font des événements, ils essayent de se faire voir par tout le monde. Alors ça veut dire que des gens qui ont pu les connaître comme ça à l'occasion d'une fête, par exemple dans le 8e arrondissement, après ils se disent tiens, je pourrais venir, je peux adhérer comme une personne qui n'a pas forcément de gros besoins personnels, mais qui a envie d'aider et de soutenir cette épicerie. Et c'est le cas de ce qui se passe dans votre épicerie à vous, mais c'est le cas de ce qui se passe aussi à Saint-Priest ou à Épi, ou ce qui se passe dans le quartier de la Guillotière, ou il y a dans le quartier de la Croix-Rousse aussi, où nous allons régulièrement. Voilà. Et donc je disais que il y a tout un travail qui se fait avec
il y a une partie de ce qui vient pour être pour le public à Épicentre qui vient de la banque alimentaire. Et donc il y a tout un réseau finalement qui se fait autour de ça. On travaillait également avec des grossistes de produits sociaux, par exemple pour les produits d'hygiène. 7 jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Nous sommes rentrés dans les 10 dernières minutes de ce magazine, mine de rien, le temps qui nous est imparti arrive progressivement à son terme. 10 grosses minutes il nous reste. Et donc, nous avons deux jeunes qui nous viennent donc de l'ESS, de Lyon 2, l'économie sociale et solidaire, qui sont venus nous parler des mardis de l'ESS, une série donc de conférences qui se tiendra les mardis généralement ici à Lyon. Et c'est l'occasion pour nous de revisiter l'ESS, ce que c'est. Et donc, Olivia Fridier nous disait un tout petit peu un retour d'expérience de ce qu'elle avait fait à Épicentre, cette épicerie sociale solidaire qui est sur la place lyonnaise. On se tourne donc vers Maxime Périgot. Oui, Maxime, à vous le tour. Donc, vous êtes aujourd'hui dans l'ESS, vous étudiez dedans, ça sous-entend que vous comptez peut-être faire carrière dedans. Aujourd'hui, outre les études, est-ce que vous avez d'autres activités connexes comme ça qui sont autour de l'ESS, Maxime ? Oui, il faut savoir que moi, tous les étés, je travaille dans une association. Je suis salarié d'une association qui est au final une colonie de vacances pour les enfants à problèmes spécifiques, donc qui seraient refusés de colonies traditionnelles. Et donc du coup, ça me permet au final de mettre en œuvre les principes mêmes de l'ESS et ça me permet de me rendre compte des problèmes liés au final au territoire notamment. Avec des zones d'exclusion. Lesquelles, par exemple, justement ? Pardon. Alors oui, parce que mon association, elle se situe dans les Deux-Sèvres à Lezay, dans le 79. Et il y a des territoires qui sont abandonnés, voire désertifiés. Et au final, ça, de fil en aiguille, on arrive au final à de la paupérisation de la population. Et c'est un véritable problème. Ça devient intéressant donc parce que là, depuis le début de cette émission, on parle de l'ESS et on était beaucoup plus dans le domaine de l'agriculture. Moi, ce que j'ai retenu, c'est les circuits courts, c'est-à-dire permettre aux personnes de pouvoir consommer des fruits et légumes à moindre coût, sans forcément passer par la grande chaîne. C'est ce qu'expliquait tout petit peu Olivia en début d'émission. Et là, vous entrez dans un autre secteur. Et du coup, l'impression qu'on a, c'est que l'ESS est plus grand que cela. Dans votre cas, comment on est dans l'ESS dans ce que vous dites là ? On est dans l'ESS de par le fait d'être dans une association, donc le but est purement non lucratif. Le but c'est vraiment d'accompagner des enfants qui ne peuvent pas bénéficier de vacances de par leur situation, que ça soit des handicaps particuliers ou de par au final leurs moyens limités. Donc, au final, l'ESS, c'est pas juste des circuits courts, c'est quelque chose de bien plus grand que ça. L'ESS, c'est au final, c'est remettre l'humain au centre, l'humain de par l'humain lui-même socialement, mais aussi de par respecter l'environnement. L'ESS, c'est un grand domaine et c'est pour ça que ça va être super intéressant la conférence de mardi et que je conseille à tout le monde d'y aller. Alors, mardi. Pardon. Excusez-moi. Donc, je vais dire donc mardi pour ceux qui essaient de se joindre à nous, qu'à ce moment nous rentrons pratiquement dans les 5 dernières minutes de ce magazine. Mardi, ça se passera où précisément ? Donc mardi à l'Hôtel de Ville de Lyon, donc dans le 1er arrondissement, il va y avoir la conférence de Jean-François Drapry autour de l'ESS aujourd'hui, donc un constat et le tiraillement de l'ESS et sa modification au fur et à mesure des anques. Pourquoi y parvenir ? Pourquoi y participer ? Pourquoi y participer ? Déjà pour avoir une certaine pour que l'ESS gagne en visibilité et pour se rendre compte au final des problèmes et des alternatives possibles. J'insisterai, ça a été dit en début d'émission pour que ça nous reste dans nos oreilles, Olivia, pour avoir ces informations, mais j'ai envie de dire, moi l'ESS je connais pas grand chose. Pourquoi venir à cette conférence et non je sais pas, une soirée, un apéro organisé par des amis ? Parce que Jean-François Drapry va vous expliquer la force du collectif et la force du collectif qui peut satisfaire tout le monde, qui peut satisfaire les gens qui sont un petit peu exclus de la société, qui n'arrivent pas à se retrouver dans cette société, qui
qui sont peut-être même dans un mal-être professionnel, Jean-François Draprier va vous montrer qu'il y a des alternatives possibles et qu'on peut reconstruire la société sur une base de coopération. C'est fort intéressant, Patrice Berger. On arrive pratiquement dans les 5 minutes de ce magazine. Que retenir de l'ESS, de nos jeunes étudiants qui sont venus nous trouver ce matin? Eh bien, je crois qu'il faut retenir ce que vous allez commencer à faire déjà avec vos collègues, parce que vous êtes combien comme ça aujourd'hui, les gens qui sont en Master 1, en Master 2, et les gens qui ont commencé à faire le travail? Vous êtes un certain nombre, vous discutez entre vous. Un certain nombre d'entre vous vont dans des conférences, sont en stage ici ou là, et vous apprenez beaucoup de choses. Certains vont dans des associations, d'autres vont dans des coopératives, et en Rhône-Alpes, il y en a beaucoup. Est-ce que le travail que vous faites avec vos collègues, eh bien, est-ce que ça vous permet d'apprendre des choses nouvelles, justement, en regardant un petit peu ce que font les uns et les autres? Maxime. Donc dans l'ESS et notamment dans notre promotion, on a tous des parcours singuliers et des aspirations différentes, mais évidemment, de par des échanges, on apprend énormément de choses et ça nous permet aussi, nous personnellement, de nous construire notre projet professionnel. Alors on parlait de projet professionnel. Olivia, vous avez envie de faire quelque chose après? Oui, alors j'aimerais bien monter un système sur les consignes de verre à Lyon, enfin un système de consignes sur les bouteilles de verre à Lyon. Et donc voilà, c'est un projet à mettre en place. S'il y a des personnes qui sont intéressées, il n'y a pas de souci, ils peuvent me contacter. Et voilà, donc moi le but ce serait vraiment de faire une entreprise d'utilité sociale et donc de pas partir sur une association, donc voilà, vraiment faire de l'entrepreneuriat. Voilà, je sais que, oui c'est ça, je sais qu'il y a une association sur l'île qui marche très bien, qui s'est même exportée à Bruxelles. Donc je pense aller faire mon Master 2 là-bas. Mais voilà, hein, donc non, vraiment je suis ouverte à des propositions. S'il y en a qui sont engagés, il n'y a pas de souci. Parce que là, justement, dans l'ESS, plus on est nombreux et mieux c'est. Hein. Maxime, des projets? Oui, moi mes projets, ça serait plus de l'accompagnement aux entreprises sociales qui sont en création pour les accompagner dans le développement et s'adapter. C'est fort intéressant tout cela, le temps nous fait défaut, on a à peine 3 ou 4 minutes encore, je vais essayer de faire au max, il s'appelle Maxime mais c'est pas lui, on fera pas au max. Patrice, parce que là on est au cœur de quelque chose de très important, on parlait par exemple de l'impact en fait de l'innovation sociale. Par exemple nous à Radio Pluriel nous traitons des sujets très poignants, mais seulement on ne peut pas mesurer l'impact des pluriels qu'on mesurait l'impact d'une radio commerciale, Patrice. Oui, alors... Ça nous parle aussi. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, on ne sait pas du tout combien de gens nous écoutent, mais on espère que vous êtes nombreux à nous avoir entendus là. Et puis, on a envie de contribuer à ce travail-là, donc d'aider. Alors, les prochains mardis, vous avez déjà quelques idées des nouvelles personnes qui vont venir dans les prochains mardis de l'ESS? Oui, bien sûr. Olivia. Alors, le 2 décembre, à 18h toujours, la thématique, ce sera « Quelle vision européenne de l'innovation sociale ?» Donc là, ça va être une table ronde, donc c'est essentiellement un retour d'expérience et d'initiatives innovantes pour vous montrer un peu tout ce qui se passe au niveau de l'Union européenne. Donc ce sera à l'Université Lumière Lyon 2. Le 17 décembre à 18h, on vous propose les enjeux du développement des plateformes collaboratives. 17 décembre. Oui. Donc les enjeux du développement des plateformes collaboratives à l'ère de l'ubérisation. Donc là, ce sera en partenariat avec le programme Indigo et toujours à l'Université Lumière Lyon 2. Alors, quand c'est à l'Université Lumière Lyon 2, je suppose que c'est à l'intérieur. Est-ce que c'est à Lyon 2 au quai ou est-ce que c'est à Lyon 2 là-bas à Bron? Oui, sur les quais. De toute façon, ce sera indiqué dans la faculté, vous inquiétez pas. Donc ça veut dire, alors, c'est pour nous, hein, pour qu'on puisse justement le dire un petit peu à nos auditeurs aussi, hein, parce qu'on vous êtes venu une fois pour nous présenter le programme, mais il va falloir que nous, avant le 2 décembre, avant le 17 décembre, eh bien, on le redise. Il y en a d'autres encore après. Oui, alors il y en a 2 autres. Le 21 janvier à 18h, cette fois à la Touring City. Ce sera quel financement pour l'ESS, pour quels impacts? Alors c'est quoi la Touring City? La Touring City, c'est sur le cours Lafayette, à Lyon 3. D'accord, très très bien. Tout ça sera indiqué Oui. De toute façon, il va y avoir de la communication avec Rhône-Alpes Solidaire. Hein. Et donc là, ce sera en partenariat avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes. Donc là, c'est vraiment pour si des personnes sont intéressées, elles peuvent venir pour comprendre le financement des projets. Alors, merci beaucoup, Patrice. Non, c'était simplement, on va terminer, donc il ne reste plus qu'une petite seconde. Mais donc, il faut que vous nous avez parlé de Rhône-Alpes Solidaire.
il y a des tas de choses qui se font, mais il y a besoin justement de faire de la com. Et la com, ça passe en partie par nos radios, ça passe en partie par Rhône-Alpes Solidaire aussi. Il y a des tas de choses. Et donc on espère que tout ça sera connu et puis qu'on pourra contribuer, nous aussi, un petit peu à la promotion de ce que vous faites. Merci beaucoup Patrice, merci à Maxime Périgot et à Olivia Frédier de vous être déplacés pour nous parler de l'économie sociale et solidaire. Amis auditeurs, notre magazin arrive à son terme. Également ce matin, on avait un invité, Alain Blum, le président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, qui est venu nous parler de ce tollé suscité par cette publication assez critique jugée de raciste en fait au sujet d'un bar de la guillotine. Amis auditeurs, notre magazine ça arrive à son terme. On se retrouve samedi prochain. Samedi prochain, ce sera donc l'équipe de Patrice Berger avec ce sera avec qui? Avec François Chetlar. Alors, si tout se passe très bien, sans quoi, bien, on fera une autre émission, parce que on a pris l'habitude ici, dans cette émission, de venir à Saint-Priest. Ça sera éventuellement donc dans ce studio. Bon week-end. Merci. Merci, bon week-end. Au revoir. C'était 7 jours à Lyon. Bonne semaine avec Radio Pluriel.